les destinations agissent pour arriver à une meilleure répartition des flux dans l'espace et dans le temps. Nous avons ainsi abordé hier la question de l'itinérance au travers de la randonnée et du cyclotourisme. Place aujourd'hui au fluvial et au fluvestre qui constituent un autre vecteur pour irriguer économiquement les territoires. Les enjeux sont importants car ce produit touristique entame sa mue pour s'adapter aux attentes écologiques des touristes ainsi qu'aux réglementations environnementales. Il doit par ailleurs virer de bord pour se recentrer sur la clientèle hexagonale, sous la pression de la crise qui diminue, voire fait disparaître certaines clientèles internationales. Or, les touristes internationaux étaient majoritaires sur les croisières habitables notamment. Le potentiel de développement est important dans les années qui viennent. C'est un sujet que nous allons aborder. Et j'invite le premier intervenant, donc, qui est Nicolas Delaporte, à nous rejoindre. Donc, vous êtes à distance, vous êtes à Béthune, je crois. Alors, le siège de VNF est à Béthune, mais là, je suis à Lille. C'est pas très loin. Bon, pas très loin, tout à fait. Et donc, vous êtes responsable du développement et du tourisme fluvial chez VNF, donc chez Voies Navigables de France. Exact. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur votre activité, sur les retombées économiques que représente justement ce tourisme fluvial aujourd'hui? Ouais, je vais peut-être vous partager une petite présentation. Bien sûr, avec plaisir. Hein. Voilà, donc merci déjà de nous inviter, puisque nous, on couvre une bonne partie de la France, mais on ne s'occupe pas, même si on a régulièrement des relations avec vous, on ne s'occupe pas directement de la Bretagne. Oui, je crois que la Bretagne a un statut particulier au niveau des canaux, c'est ça? Voilà, mais je laisserai Véronique Véron développer si elle le souhaite. Mais oui, au retour sur l'année 2020 qui a été vraiment très particulière à plus d'un titre. Bon. Dans cette crise, c'est un petit clin d'œil Marne de la plage par rapport à la Bretagne, qui a un très beau littoral, mais qui a aussi de magnifiques voies navigables. Bon. On a en 2020, si on regarde uniquement l'activité sur les 3 mois d'été, juillet, août, septembre, on a une activité de plaisance, que ce soit la plaisance locative ou la plaisance privée, qui a chuté de 19% en fréquentation. Et on a une activité sur les croisières fluviales habitables, donc paquebots fluviaux et péniches hôtels, qui a chuté de 76%. Donc c'est énorme. Bon. Sur la croisière habitable, on n'a pas tellement pu rectifier le tir. Par contre, avec l'ensemble des opérateurs, et en particulier, ça a été le cas sur la location de bateaux habitables, il y a effectivement eu un rééquilibrage. C'est un marché qui est très dépendant des clientèles étrangères, qui représente habituellement les 2/3, grosso modo, de la clientèle de la location. Et là, on a développé toute une série d'actions de communication. Là, c'est les actions que VNF a engagées sur les réseaux sociaux, qui ont permis de toucher plus de 5 millions de personnes et qui ont permis de rectifier le tir. Il y a un des principaux opérateurs de location de bateaux habitables qui nous disait récemment que habituellement, la clientèle française qui exerce ses activités en France représente 9% de sa clientèle totale. Ils sont passés à 18%. Alors, ça ne leur a pas permis de compenser la disparition de la clientèle étrangère. Mais voilà, mais en tout cas, ça leur a, on a constaté qu'il y avait une très très belle réaction de la clientèle française par rapport à ces activités. Jusqu'ici, il y avait un manque de connaissances des Français peut-être autour de ce produit. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On a réalisé via le Crédoc une enquête, enfin, on s'est intégré dans une enquête Crédoc qui a été réalisée fin septembre, début octobre de cette année, et dont il ressort que il n'y a aujourd'hui que 16% des Français qui ont déjà expérimenté une croisière fluviale de type celle que vous voyez sur l'écran. Il y en a 41% qui sont tentés et qui disent « Ah bah tiens, pourquoi pas, ça me plairait bien ». Et après, quand on les questionne sur leurs freins et leur motivation, on voit qu'on jouit d'une excellente réputation. Il n'y a que 4% des Français seulement
qui disent avoir eu une mauvaise expérience ou entendu parler d'une mauvaise expérience sur les cours d'eau ou au bord des cours d'eau dans leurs activités fluviales ou fluvestres. Et dans les motivations, on voit bien qu'il y a très bonne correspondance avec les aspirations des Français aujourd'hui en termes de vacances. Il y a le fait d'être tranquille, même en plein été. Il y a le calme, il y a le plaisir des cours d'eau, de la proximité. Et il y a la découverte d'une partie de la France peu connue. Même si on connaît bien la Bretagne et son littoral, on connaît probablement beaucoup moins bien l'intérieur. Voilà, c'est du slow tourisme, on pourrait dire. Ce que les Irlandais appellent Hidden Heartlands, qui me Mhm. plaît beaucoup, c'est les territoires du cœur de l'intérieur. Donc voilà, on est quand même pas mal encouragé par ces données-là et par ces tendances. Et on va aussi profiter d'une enquête qui a été réalisée alors juste avant le Covid et qui donne un certain nombre de résultats. Là, les 2 millions d'euros que vous voyez, ce n'est pas le prix du bateau, il coûte beaucoup moins cher que ça. Mais c'est ce qu'on enregistre en moyenne comme retombée économique pour une base de location de bateaux habitables. Une base de location de bateaux habitables, en moyenne, c'est 28 bateaux. Et ben 28 bateaux, ça génère 2 millions d'euros par an de poids économique, de retombées économiques pour le territoire qui l'accueille. Donc, ça, c'est des données qu'on a réalisées. C'est une étude qu'on a confiée à un groupement de sociétés de conseil extérieures et qui a produit toute une série de résultats qui sont compilés dans une étude qui est téléchargeable sur le site de VNF et dans laquelle on constate qu'une croisière type, c'est un peu moins d'une semaine, génère 1 700 € de dépenses. Parce qu'en sus de ces dépenses qui sont réalisées par les voyageurs, pour apprécier les retombées économiques, on regarde aussi les charges salariales de la base et des employés de la base de location, les impôts que paye le loueur, etc. Mais là, ce sont purement les dépenses qui sont faites par les gens qui sont sur une petite pénichette ou sur un bateau de location. D'accord, c'est sur une base de quoi? De combien de personnes? 4 personnes? 5 personnes? C'est un peu moins de 5 personnes, ouais. D'accord. C'est 4,6 personnes de tête, Ok. en moyenne. La très grande majorité, comme vous le constatez, de ces dépenses-là, ce sont des dépenses qui sont liées à l'alimentation, soit à bord, soit dans des restaurants, des bars, etc. Quand ils vont rouvrir, hein, évidemment, on souhaite tous qu'ils rouvrent le plus vite possible. Bon. Mais on voit qu'il y a peu de dépenses qui sont consacrées, en particulier le budget loisirs et culture est ridicule. C'est 3% de 6 3%, ouais. 700 euros. Mhm. Bon. Et donc, nous, l'interrogation qu'on a avec les territoires, c'est de dire on a affaire dans ces activités à des familles, à des foyers qui ont un bon niveau de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on leur donne vraiment toutes les occasions de dépenses auxquelles ils aspirent? C'est même pas. Et on pense en particulier pour toutes ces dépenses de type loisirs et culture qu'on a un effort à faire de mise en tourisme, ce qu'on appelle la mise en tourisme des itinéraires, dans une logique d'itinérance, pour leur donner des opportunités de dépenses et pour leur donner une expérience touristique qui soit encore meilleure que celle que celle dont ils jouissent actuellement dans ces activités-là. Donc il faut diffuser l'information sur l'offre touristique des territoires qu'ils traversent. Absolument, et il faut qu'on ait un effort entre les opérateurs de location de bateaux habitables, mais pas que, c'est des efforts qu'on a à faire aussi dans d'autres secteurs d'activité, avec les territoires visités, les territoires traversés, pour donner des opportunités de visite, des opportunités de découverte et enrichir encore cette expérience. D'accord. Vous allez aussi... Voilà, le simple message, c'est assez simple. Nous, on a un mot d'ordre qui est que le tourisme fluvial, c'est un tourisme qui coule de source. Merci. C'est aussi, vous allez augmenter la communication, je dirais, pour attirer les Français vers cette forme de vacances ou laisser justement cette mission aux opérateurs? Pour nous, c'est une mission collective. Pour nous, c'est principalement le rôle des opérateurs et des fédérations professionnelles qui sont concernées, d'avoir un peu des campagnes collectives auxquelles on s'associe évidemment.
Il y aura à la fin de cette semaine, vendredi, samedi, une expérience tout à fait originale qui est le Virtual Nautique, qui est organisé par la Fédération des industries nautiques et à laquelle VNF participe. Et d'ailleurs, je crois, la région Bretagne participe également, hein, puisqu'il doit y avoir un grand stand. Il y aura également d'autres régions qui sont mixtes, à la fois marines et fluviales. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'eau douce qu'on est contre l'eau de mer, l'eau salée. Au contraire, il y a des mixités d'usages qui peuvent tout à fait se faire entre les deux activités. Donc c'est une version numérique du salon nautique, en fait, c'est ça? Oui, oui, absolument. À Bon, cause du Covid. la version virtuelle sur Bien 2 sûr. jours. Donc VNF aura un stand. Il y a une dizaine de territoires aussi qui seront présents et plusieurs grandes régions. D'accord. Pour attirer je dirais les Français vers ce type de vacances, il faut aussi avoir des offres qui soient adaptées. Est-ce qu'il y a des nouvelles formules qui apparaissent? Alors, on va dire dans les nouvelles formules, après il y a toutes les activités qu'on va suivre, hein, qui sont des activités nautiques un peu en développement et qu'on regarde puisqu'il y a potentiellement des difficultés de conflit d'usage, hein, entre les différentes pratiques. C'est des choses que certains pays ont déjà bien abordées, je pense aux Pays-Bas en particulier, pour à la fois permettre le voisinage entre de la pratique du paddle sur les canaux, par exemple, et puis celle de petites pénichettes qui peuvent passer juste à côté. Bon, donc, il y a ça, il y a le problème de franchissement des ouvrages, il y a aussi les pratiques canoë-kayak itinérantes, de l'aviron itinérant. Donc, il y a plein de choses qui nous semblent aussi assez intéressantes. Et puis, et on en parlait avec Véronique Véron l'autre jour, il y a aussi des possibilités de petites croisières à plusieurs en bateau non habitable, mais avec de l'hébergement dans des maisons éclusières réhabilitées. Et ça nous semble aussi une idée tout à fait intéressante à travailler. D'accord, c'est un sujet on abordera d'ailleurs au cours de cette table ronde. Est-ce que vous accélérez aussi, ou est-ce que les opérateurs accélèrent aussi leur mue vers un tourisme, je dirais, vers une offre plus durable? Pour Une répondre offre, aussi pardon, plus durable, pour répondre aux attentes des Français. Ça, je dirais, c'est un type de vacances où on va alors, pas très vite, c'est du slow tourisme. Est-ce qu'il y a une offre de bateaux électriques? alors, dans tout ce qui est respect de l'environnement, les Français, les attentes des Français sont très en retard, hein, par rapport à ceux qu'on peut constater en Europe centrale et en Scandinavie. Et donc, nous, on est pas mal sous la pression de ces clientèles-là, avant d'être sous la pression de la clientèle française, pour ce qui concerne de la motorisation douce. Donc, soit de la motorisation hybride qu'ont adopté pas mal d'opérateurs, soit de la motorisation 100% électrique. Et donc, on mène une expérimentation sur les canaux de la Sarre depuis maintenant 3 ans, avec certains opérateurs de location de bateaux habitables. Et puis, il y a tout aussi un projet qui est déjà en place depuis un moment en Bretagne, d'ailleurs, et qu'on va suivre, sur tout ce qui est traitement des eaux. Et là, on a un effort aussi considérable à faire. C'est Traitement des des choses eaux et récupération des déchets, je suppose. Absolument, ouais. Est-ce que ça suppose des investissements lourds? Parce que s'il faut équiper tout un réseau, il faut des bornes, il faut. Ah ben oui, c'est un investissement qui est très lourd et qu'on n'arrivera pas à faire tout seul, nous, VNF. Donc, on le fait avec l'appui de l'ADEME, avec l'appui de l'Agence de l'eau, avec l'appui de différentes personnes. Avec les opérateurs aussi? Il faut que les opérateurs, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le PAMI, alors je vais décoder, c'est le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, et qui, depuis juillet dernier, est possiblement aussi orienté vers les opérateurs de tourisme pour les aider à changer de motorisation. D'accord. Est-ce que la satisfaction des clients est meilleure s'ils ont, je dirais, un bateau électrique? Ah ben, elle est exceptionnelle, pas seulement parce qu'ils ont l'impression d'être plus respectueux de l'environnement, mais aussi parce que c'est des bateaux qui sont silencieux, il y a pas de son, pas d'odeur, pas de fumée.
D'accord. Et il n'y a pas besoin d'avoir une puissance énorme en plus, je suppose. Parce que ça va pas très vite. Sur les canaux, ça va. Sur certains cours d'eau, il vaut mieux avoir une motorisation un peu plus développée. D'accord. Et il y a beaucoup de bateaux électriques en France actuellement ou pas? Ou ça reste marginal? Alors, des bateaux 100% électriques, on va en accueillir un troisième sur les canaux de la Sarre cet été, mais c'est encore un peu juste, clairement. Oui. D'accord, il y a 3 bateaux électriques actuellement en France. Alors, 3 bateaux électriques Sur habitables. Alors, habitable, on est d'accord, bien je sûr. précise bien, donc Oui. on est quand même sur du gros bateau. D'accord, Bon. Donc, ce n'est pas les mêmes puissances de motorisation que sur du bateau non habitable. d'accord. Mais il y a combien de bateaux habitables, par exemple, en France? Oh, il y en a 1600, donc on est encore très loin du compte. D'accord, Non. 3 sur 1600, oui, il y a un peu de marge. Alors, il y a beaucoup plus de bateaux qui ont des motorisations hybrides quand même. Hein. D'accord, Bon, soyons justes. Il y a à peu près 25% de la flotte qui est hybride aujourd'hui, en tout cas chez certains loueurs. d'accord. Est-ce que vous essayez aussi de mettre en avant le patrimoine qui est au fil de ces canaux? Ah ben, indispensable. Alors, on va dire, pour nous, il y a deux grands types de patrimoine. Il y a le patrimoine fluvial, à proprement parler. Ça vous parlez des maisons éclusières, par exemple? Donc, alors des maisons éclusières, mais il y a aussi des ouvrages qui permettent la navigation, comme par exemple à Arswiller. Arswiller, c'était du côté c'est sur les canaux de la Sarre dont je parlais tout à l'heure, où il y a un plan incliné qui permet de monter 45 mètres. Donc, c'est un ouvrage qui est inscrit au patrimoine du XXe siècle. On va valoriser également dans un autre territoire, c'est du côté de Montauban, donc dans le sud-ouest, une pente d'eau qui, pareil, est un ouvrage et donc qui va être valorisé et c'est une opération qu'on va faire en mai prochain. Donc voilà, donc sur ces ouvrages purement fluviaux et qui sont issus de notre patrimoine industriel au XXe siècle en particulier, pas que, parce qu'il y a un patrimoine historique comme le canal du Midi, par exemple, qui dans son intégralité est aussi, enfin, qui là, pour le coup, fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Donc là, il y a des trajectoires de valorisation, et puis on a un travail à faire avec les territoires de valorisation de tout le patrimoine qui voisine. Et là, particulièrement sur des territoires qui sont très ruraux, on a du petit patrimoine qui nous semble intéressant à valoriser, justement pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire donner des occasions de visite à des gens qui font de l'itinérance douce Mhm. et qui ne naviguent en moyenne que 4 heures par jour. Donc, ils ont D'accord. encore Donc, 4 heures de libre, si ce n'est plus, pour donc ils font de découvrir le territoire. l'exploration, sur la moitié de la journée à peu près, quoi. Absolument. Voilà. Et du coup, bah, ils prennent en général les vélos qu'ils ont embarqués à bord, Ou font marche, la en randonnée. moyenne 5. Ouais, et de la petite randonnée. Mhm. Alors, quand ils ont en plus des vélos assistance électrique, Qui vont un peu plus ils loin, quoi. peuvent encore aller encore plus loin. D'accord. Il y a une autre question qui est importante, je crois aussi, c'est la réserve en eau. C'est la gestion Ouais. de l'eau sur les canaux, ça peut être un souci, je crois. Oui, bah on a traversé là 2 saisons qui ont été compliquées dans certains endroits, certaines régions. Je pense au Grand Est et à la Bourgogne en particulier. Cette année, on l'aborde mieux puisqu'on est les derniers résultats dont on dispose datent de début février et on était à 20 points au-dessus dans nos barrages réservoirs de ce qu'il y avait à la même époque l'année dernière. Donc, on aborde la saison un peu plus confiant. Mais à long terme, c'est un sujet effectivement de durabilité pour nous. Et donc, ça nous renvoie à une des missions importantes de VNF qui touche à la gestion hydraulique. D'accord. Et qui est le partage de l'eau avec d'autres acteurs qui sont le long des canaux, comme, je sais pas, les agriculteurs ou. Absolument, oui, il y a tout un système de prise d'eau, d'alimentation en eau. On a oublié qu'on jouait un rôle aussi en matière d'irrigation. D'accord. Est-ce que les gens se baignent aussi, par exemple? Est-ce que ça influe ça, sur les canaux ou Alors, pas? C'est interdit ou. bien sûr, il y a des gens qui se baignent. C'est une des activités favorites aussi des plaisanciers. Alors, par contre, le point de vigilance qu'on a sur le sujet, c'est qu'il faut absolument qu'ils se baignent dans des emplacements qui sont réservés à cet effet. La baignade dans certains endroits peut malheureusement être dangereuse. Quand on est à proximité d'une écluse, c'est strictement interdit parce qu'il y a des courants, des remous et il peut malheureusement, ça nous arrive tous les ans, il y a des drames, en particulier avec des populations de jeunes, soit parce qu'ils se baignent à proximité d'écluses, soit parce qu'ils sautent à partir de ponts sans avoir vérifié quelle était la profondeur de l'eau en dessous. D'accord.
Est-ce que c'est une eau qui est généralement, je dirais, claire, ou est-ce que vous pouvez être aussi confronté à des problèmes de pollution? Est-ce que vous agissez là-dessus ou pas? Non, pas trop. Ce qu'on a connu, au contraire, ça prouve plutôt la qualité de l'eau, c'est le développement de plantes invasives sur nos canaux. Bon, et donc si ces plantes se développent, c'est probablement parce que l'eau est de bonne qualité. Et donc il faut qu'on traite ce problème de plantes invasives, hein, qui est aussi une autre difficulté qu'on a rencontrée ces dernières années, en particulier avec la période Covid de confinement, où on n'a rien fait sur nos canaux pendant 2 mois. Donc c'était quand même assez lourd. Le climat était particulièrement doux dans cette période et les plantes invasives se sont considérablement développées. Et donc au moment de la reprise, on a été confronté à des difficultés de navigation à cause de ça. D'accord. Et quelles sont les perspectives pour l'année 2021, pour la saison? Est-ce que vous pensez que les clientèles étrangères vont revenir? Est-ce que les Français ont commencé à réserver ce type de vacances cette année un peu plus encore que l'année dernière ou pas? C'est encore un peu tôt pour le dire. Je pense que cette année, on va être confronté à pas mal de réservations de dernière minute. Ce qui nous rend quand même très confiants, c'est qu'on voit que tous les reports qui ont été faits de 2020 sur 2021 sont des reports qui tiennent, avec des gens qui tiennent absolument à garder ces activités, à garder leurs réservations, même pour des personnes qui viennent de marchés lointains. On avait un exploitant de péniche hôtel qui récemment nous disait moi, mon taux d'occupation de mes péniches hôtels sur juillet-août, c'est 70%, et je suis complet à partir de septembre. Et donc, je n'attends qu'une chose, il a des clients américains. Et donc, mes clients américains qui sont âgés, qui sont vaccinés aujourd'hui, ils n'attendent qu'une chose, c'est que les dessertes long courrier reprennent. D'accord. Donc on peut espérer que cette année ou l'année prochaine, les Américains ou les Australiens soient de retour sur les canaux en France, quoi. Oui, alors ce que quand même nous a appris 2020, c'est que si on est trop dépendant de ces clientèles-là, ben, on s'expose à quelques dangers vitaux pour les activités. Et donc, il faut qu'on soit aussi dans une logique de diversification des marchés. Mais oui, ces clientèles lointaines-là sont quand même très, très attachées à ces activités et ça fait plaisir. Merci. Merci, Monsieur Delaporte. Merci. Avec plaisir. Véronique Véron, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes chef du service valorisation touristique et développement durable. Et on va plus particulièrement parler de la Bretagne, peut-être. Je crois qu'il y a 300 km de canaux, je crois, c'est ça, en Bretagne à peu près, non? Un petit peu plus. Un petit peu plus, excusez-moi alors. On est à plus de 500. 500, bon. Donc bonjour à toutes et à tous et merci Nicolas pour cette présentation qui donne envie d'aller sur les canaux en France. Et moi, ce matin, je vous emmène sur les canaux de Bretagne. Alors, on y fait beaucoup de choses sur les canaux de Bretagne. On n'y fait pas que se balader en bateau. Donc, on disait, on fait du vélo, on marche, on pêche, on fait plein de choses. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc les canaux de Bretagne, donc c'est le canal d'Illérance, la Vilaine, le canal de Nantes à Brest, le plus connu, et le canal du Blavet, qui est une petite pépite. Donc la région Bretagne est effectivement la première région de France propriétaire et gestionnaire de ces canaux. Donc ça a été un choix politique. Ces canaux drainent 7 destinations touristiques, 24 EPCI, 158 communes. Donc un peu plus de 500 km comme je vous le disais, mais également des écluses, des maisons éclusières, des arbres donc, que l'on recense et que l'on gère, des 440 hectares de boisement, et puis des poissons migrateurs. Donc en Bretagne, on a 6 espèces sur les 7 que l'on connaît en France. Donc ce patrimoine, c'est un élément fort de l'identité bretonne, ces canaux, puisqu'ils ont 2 siècles et ils ont forgé l'histoire. Et ce sont des éléments que l'on partage avec tous les territoires que l'on traverse. Ils drainent, au sens propre comme au sens figuré, ces territoires. Les valeurs, donc, c'est un patrimoine bâti avec son caractère, donc plusieurs villes qui sont traversées, des cités d'art et d'histoire, des villes d'art et d'histoire et des petites cités de caractère, et également des maisons, des châteaux, tout un patrimoine historique. Des maisons éclusières que l'on restaure depuis de nombreuses années, et l'ouvrage canal dont parlait Nicolas, qui en est un, qui est un peu la LGV de l'époque, et qui aujourd'hui est un ouvrage historique et dont on prend soin. Qui est classé?
Il n'est pas classé, mais il pourrait. Et donc, le tout également traversant un patrimoine naturel et étant un élément du patrimoine naturel important, donc le patrimoine arboré, j'en ai parlé, une stratégie environnementale propre aux canaux, avec un souci du respect de la biodiversité, des travaux en cours sur la continuité écologique pour justement limiter l'impact du fluvial et des écluses sur ce patrimoine naturel. Et on en parlait tout à l'heure, donc un programme fort également sur la qualité de l'eau, qui est très emblématique en Bretagne, et avec l'implantation de bornes à eau usée. Et donc l'ensemble du réseau, pour 2021, sera équipé en bornes à eau usée pour les bateaux. D'accord. Donc on va essayer d'être exemplaire à ce niveau-là, avec notamment des partenariats avec nos loueurs, parce qu'on a 70 bateaux de location sur les canaux en Bretagne, des clientèles étrangères qui sont très demandeuses et des loueurs avec qui on espère justement travailler en premier pour favoriser l'usage de ces bornes. D'accord, parce que les eaux usées jusqu'ici étaient reversées en fait directement dans les canaux, Oui. c'est ça? Oui, il n'y D'accord. avait pas de traitement et donc on ne peut plus accepter ça, surtout avec cette qualité intrinsèque de nos rivières, cette qualité de l'eau. En Bretagne, l'eau des rivières, c'est l'eau que l'on boit. Donc quand on a dit tout ça, on voit bien qu'il faut agir sur cette qualité de l'eau. Donc, Et du coup, vous sensibilisez les clients à cette, on va le faire. action? Mais pour l'instant, pour pouvoir les sensibiliser, il fallait avoir l'infrastructure, les pompes. Donc quand elles vont être en service, on va effectivement les sensibiliser, que ce soit les clients des loueurs, mais également les particuliers, vous verrez, on a beaucoup de particuliers aussi qui circulent sur nos canaux. Et on a cette connexion avec la mer qui est quelque chose de très fort. Et donc également essayer que l'eau douce influence l'eau de mer et sensibilise aussi sur ces pratiques. Donc l'offre sera, ce service sera proposé sur les 3 parcours. Oui, absolument, D'accord. et de façon gratuite pour qu'il n'y ait absolument aucun argument contre l'utilisation de ces bornes. Et pour les sensibiliser, vous allez mettre quoi en avant, je dirais l'environnement, la biodiversité, l'impact que ça peut avoir si on rejette par exemple les eaux usées dans les canaux? Ça va passer par justement de la communication sur la richesse de ces canaux. Vous avez vu notre petit Martin pêcheur, là, qui est notre meilleur ambassadeur. Donc, tout l'écosystème, les poissons migrateurs. Voilà. Et donc, ce seront eux nos ambassadeurs pour que les gens, effectivement, souhaitent utiliser ces bornes. Et sachant que, comme le disait Nicolas, la clientèle, notamment de l'Europe du Nord, n'attend que ça. En fait, pour eux, c'est un non-sens de naviguer sans borne de récupération. D'accord. En Irlande, En plus, c'est fait sur d'autres types de modes de déplacement touristique. Par exemple, les camping-cars, il y a des bornes pour récupérer les eaux usées. Bien sûr. Ce sont les mêmes bornes. D'accord, merci. Donc voilà le socle et les piliers des canaux en Bretagne. Et sur ces canaux, donc, une feuille de route a été rédigée fin 2020 pour justement asseoir l'ambition touristique que l'on veut avoir sur ces canaux, pour développer la fréquentation intérieure, drainer les territoires, ce dont je parlais, et consolider nos partenariats avec les EPCI, les destinations, et également ouvrir en fait ces canaux vers la mer et vice-versa. Donc l'ambition, vous l'avez, c'est de faire des canaux de Bretagne un univers touristique particulier. Aujourd'hui, il est assez confidentiel, donc il faut le faire connaître, le faire partager, construit autour des patrimoines dont je parlais, avec cette notion d'itinéraire, d'itinérance dans un écosystème, et le tout avec des partenaires, donc acteurs publics, associatifs, j'en parlerai, privés, faire connaître donc cet univers fluvestre breton, et en faire ressortir ses spécificités. Parce qu'aujourd'hui, le fluvestre et le fluvial, ça pèse quoi dans le tourisme breton à peu près? Alors, ça pèse lourd, vous allez voir, et de plus en plus. Et également, le faire connaître cet univers par la marque Canaux de Bretagne qu'on est en train de développer. Donc, voilà ce que ça pèse. Donc, les canaux, tout d'abord, porte d'entrée, j'en ai parlé, maritime, fluvial et terrestre vers les territoires de l'intérieur. On est un peu en décalage avec des destinations hyper ou très fréquentées, notamment celle du littoral. Mais par contre, on est tout à fait en phase avec les attentes de nos nouveaux clients, les adeptes du slow tourisme. Donc en termes de retombées, donc sur le halage, donc ça, ce sont les chiffres d'une enquête du CRT de 2018.
Donc on avait 1,5 million de sorties, 7 millions d'euros de retombées. Donc ça, c'est uniquement la fréquentation du halage, avec une part prépondérante de piétons, 31% d'étrangers et un panier moyen assez élevé pour de la randonnée, donc 54 € par jour et par personne. Concernant le fluvial, donc 3500 croisières, 7 millions de retombées, donc on arrive à un peu plus de 14 sur les 2 pratiques fluvestres. Des privés, dont je vous parlais tout à l'heure, un peu plus de la moitié. On est à peu près sur la même proportion d'étrangers, Oui, bien sûr. beaucoup sur les bateaux de location, et un panier qui augmente, comme disait Nicolas, un pouvoir d'achat assez fort. Et les gens, en fait, quand on a des remontées sur nos canaux, c'est quand des restaurants ont fermé ou n'étaient pas ouverts le jour où les gens voulaient y aller. Donc, vraiment, des canaux qui drainent l'économie autour d'eux et dans les territoires. Donc, comme exemple pour le thème de la table ronde de rééquilibrage territorial, on s'est appuyé sur nos maisons éclusières. On n'est pas les seuls. VNF avait ouvert la voie et puis d'autres départements comme la Sarthe vont y aller aussi. Donc ces maisons éclusières, c'est des petites pépites. Elles ont une histoire. Il y a des gens qui y sont nés, qui s'y sont mariés. Elles jalonnent vraiment nos canaux. Donc en 2013 et 2015, on a lancé 2 appels à projets qui ont permis d'installer 17 projets dans ces maisons. Donc à vocation essentiellement touristique, donc de la restauration, de l'hébergement, de la location de vélos et de bateaux, mais également pour rythmer ces canaux. On ne peut pas faire des gîtes et des crêperies dans chaque maison éclusière, des activités de loisirs, donc essentiellement pêche, et des activités liées au patrimoine que représentent ces canaux, et également des activités culturelles avec des artistes en résidence. Les gens qui ont répondu, donc on était très contents de cet engouement, ce sont des collectivités, des associations et des structures privées. Donc notamment avec l'implantation d'une base de location, donc compte tenu des retombées dont parlait Nicolas tout à l'heure, Locaboat s'est installé dans une maison éclusière. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais ça montre justement la répartition des projets sur l'ensemble de nos canaux, avec ce fameux rééquilibrage dont nous parlions. Ça, c'était avant. Avant le Covid. 2020, ouais. Année spéciale, avec son contexte particulier. Nous avons assisté en spectateurs, puisque la communication était la même, était celle des années précédentes. On a assisté à cet engouement pour les canaux, avec une sorte de destination refuge pour la petite famille que vous avez devant vous, un couple, des parents, des enfants à vélo, et le tout parti sur nos canaux. Le bon chiffre, c'est celui de la diapo d'après. Donc on est à plus 45% de fréquentation sur nos halages entre mai et août 2020. Donc c'est un rebond énorme. Avec une clientèle qui est plutôt hexagonale, du coup ? Avec une clientèle qui est essentiellement hexagonale. À la recherche d'espace, de nature. Oui, à la recherche de... Alors, j'ai noté le terme tout à l'heure dans la table ronde précédente, avec un lien de ce qu'il nous raconte. C'était une personne de Lens qui a utilisé ça. Un lien avec ce qu'il nous raconte, donc clairement des familles en recherche de rapprochement, d'authenticité, de nature, sur des parcours sécurisés, de lenteur, le fait de prendre le temps et le tout dans un terrain de jeu ouvert par rapport à justement ce qu'on a vécu au printemps dernier. Donc 45% de mai à août, et surtout sur les grands axes. Donc c'est là qu'on voit que la communication a son importance, puisque vous avez ici le réseau de compteurs. Donc ce sont les points marrons. Donc vous voyez sur l'ensemble des canaux comment ça se répartit. Et surtout sur les grands axes, donc la Vélodyssée qui emprunte le canal de Nantes à Brest et la liaison Manche-Océan, donc nord-sud de Saint-Malo à l'Atlantique. C'est là que le rebond a été le plus important. On assiste donc à une mutation durable et un renouvellement du coup de notre fréquentation, une sorte de rajeunissement par rapport au fait que ces familles et ces enfants viennent sur les canaux. Donc c'est un point positif par rapport à ce que nous traversons. Et cela va être, on l'espère, capitalisé par plusieurs actions de communication.
Donc celles que l'on ne maîtrise pas, donc par exemple, c'est les 2 premiers guides. Le guide fluvial du Breuil sur la Bretagne qui est réédité suite à cet engouement, et le guide du Routard, donc un super ambassadeur du tourisme qui était paru en 2019 et qui est réédité pour 2021. Donc là, pour nous, c'est vraiment important de voir que ces opérateurs économiques importants et privés s'intéressent à nos canaux. Et également des campagnes qui vont être déroulées par le CRT Bretagne, donc Échappée Braise, et par la région Bretagne pour justement, comme on le disait tout à l'heure, faire connaître, expliquer les règles pour une bonne conciliation des usages, faire connaître la biodiversité. On va beaucoup insister sur ce pilier qu'est la biodiversité des canaux en Bretagne et son respect avec des actions effectivement phares comme la mise en place des bornes à user. Mais on a encore de la marge puisque grâce à cette enquête CREDOC dont les chiffres m'ont été communiqués par Nicolas de VNF, on sait que parmi les résidents en Bretagne, 28% n'ont jamais pratiqué d'activité fluvestre. Donc c'est ces gens-là qu'on va aller chercher et ça représente juste 1 million de personnes potentiellement. D'accord. Pour développer aussi je dirais l'activité, il faut aussi avoir une offre qui soit accessible. Je crois que vous vouliez aussi travailler sur cette offre et la rendre moins chère, notamment pour la clientèle française. Merci pour cette transition. Donc, nous avons l'ambition de lancer en 2021 donc un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle justement Nouvelle navigation fluviale en Bretagne. On souhaite un concept innovant, donc par le côté technique du bateau dont je vais parler, mais également accessible pour que justement rétablir ce lien entre les territoires traversés et la navigation fluviale, un lien qui s'était distendu depuis les 2 siècles d'existence des canaux, et également inciter ce potentiel très fort que nous avons qui circule sur le halage, inciter ces gens à embarquer. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce n'est pas forcément possible. Donc le bateau doit être innovant, donc on partira effectivement sur des motorisations électriques ou hybrides, mais si possible électriques, sans permis, parce que c'est un frein aussi ce côté réglementation et nécessité d'avoir un permis fluvial. On peut traverser l'Atlantique et rentrer sur la Vilaine. Si on n'a pas le permis fluvial, on n'est pas en règle. Donc voilà, c'est un frein. Et réduire le coût de cette navigation justement sur des bateaux sur lesquels on ne loge pas, puisque c'est ça qui coûte cher dans le bateau, et également sur un produit identitaire. Donc on veut un bateau qui est, excusez-moi de l'expression, mais une gueule, et qu'on sache que c'est le bateau des canaux en Bretagne. Le territoire, donc faire intervenir un peu de design, comme on parlait aussi absolument, avant. Voilà. Un bateau designé. On veut travailler sur des territoires, donc vous voyez que cet AMI sera localisé sur 3 zones, celles qui sont soulignées. Donc le canal de Nantes-à-Brest en Finistère, autour de Pontivy, Nantes-à-Brest et Blavet, et le canal d'Illérance, puisque ce sont des endroits où le potentiel d'augmentation de la navigation est encore important et où le patrimoine et également les possibilités de logement à terre existent. C'est-à-dire que c'est des territoires qui sont un peu moins fréquentés en matière de tourisme fluvial ? Oui, c'est ça, oui. Contrairement aux abords de Redon, qui est un nœud de navigation où se trouve la majorité des loueurs, là, on a encore de la marge et de la place sur les pontons pour faire venir de nouveaux bateaux. Et donc, ce bateau sur ce territoire viendra créer un produit, donc une croisière clé en main avec le bateau et le logement à terre. D'accord, donc ça permettra d'irriguer le territoire avec de la location dans les gîtes, des chambres d'hôtes et dans vos maisons avec l'usure que vous avez transformées. Ça fait le lien avec nos premiers appels à projets 2013-2015, et d'autres maisons seront également mises à disposition de ce projet s'il en manque pour des questions logistiques. D'accord. Donc ce projet a pour but d'anticiper le renouveau de la navigation, puisque effectivement aujourd'hui les attentes peuvent être un peu différentes. Les étrangers pour l'instant sont moins là. Donc justement on veut que cette navigation fluviale soit accessible aux Bretons et aux Bretonnes, et en faire de la navigation inclusive, pour reprendre les propos de monsieur Pinard ce matin. On veut travailler avec les territoires et les destinations pour qu'eux-mêmes profitent de cet engouement pour le fluvial qui est réel et a été compté. Insister sur ce tourisme durable qui est
compatible avec le patrimoine naturel sur lequel il repose, et puis poursuivre la restauration du patrimoine, la remise en usage des maisons éclusières, et le tout justement pour rééquilibrer ce territoire breton qui a été beaucoup tourné vers la côte en termes de tourisme et qui aujourd'hui a besoin de retrouver son cœur et son âme. Tourné vers l'intérieur. Voilà, tout à fait. Et alors pour finir, juste quel pourrait être le coût de cette nouvelle offre par rapport à une offre classique proposée par les loueurs, par exemple? Alors, par rapport à une offre des loueurs, ça dépend vraiment du bateau, puisqu'en fait, c'est le bateau qui fait le prix, de son confort, du nombre de personnes à bord. Nous, on voudrait essayer de toucher des familles qui, aujourd'hui, par exemple, vont dans un camping sur la côte, comme ils le font, comme leurs parents le faisaient, et leur montrer qu'il y a autre chose à faire en Bretagne. Donc, on chercherait à être concurrentiel avec cette offre, notamment. Et ce projet, c'est vrai qu'il est... il nous paraît intéressant parce qu'il relie différents projets qui se sont installés au bord des canaux en Bretagne, et il s'appuie donc sur nos principaux atouts. Donc les deux piliers, c'est l'itinérance et également le fait que cette itinérance soit dans un patrimoine, dans un environnement préservé avec plusieurs types de patrimoine, et également avec du fond, donc expliquer ce dont on parlait tout à l'heure, les animaux, l'histoire. Le touriste aujourd'hui n'est pas que spectateur, il veut comprendre et s'intégrer dans son environnement pour raconter son histoire, et à la fois la sienne et celle de l'endroit où il se trouve. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à la Sarthe. Monsieur Desmazières, bonjour. Vous êtes conseiller départemental, maire de Champagné, commune située près du Mans, je crois. Oui, tout à fait, à 12 km. Bonjour à tous. Et donc vous êtes à la manœuvre pour le projet de développement tourisme fluvial et fluvestre en Sarthe. Alors, tout à fait. Vous avez, je pense, un peu les mêmes problématiques du coup avec la Bretagne. Je me retrouve tout à fait dans tout ce qui a été présenté là, ce matin, que ce soit par VNF ou que ce soit par Véronique, au travers aussi bien donc, des démarches qu'au travers des chiffres qui sont présentés. Et clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment un axe très fort dans le domaine de l'attractivité touristique. Alors moi, c'est plutôt un témoignage que je vais vous apporter aujourd'hui sur le développement donc, du tourisme fluvial et fluvestre. Je crois que vous avez mis les bouchées doubles en quelques années, c'est ça? Oui, voilà. Donc, j'avoue que moi, je suis originaire du Nord. J'étais content de voir que nous avions un ami de VNF qui était à Lille. Moi, je suis de Lens. Je suis arrivé en Sarthe en 2005. Pour des raisons professionnelles, j'ai fait toute ma carrière dans le monde industriel pour Renault, PSA et pour Classe Tracteur, pour terminer par Classe Tracteur. Et je ne m'attendais absolument pas un jour à me retrouver à venir travailler sur le tourisme fluvial. En 2016, au regard des changements d'organisation de la loi NOTRe, j'étais vice-président de la commission emploi-développement économique, qui était plus en rapport avec mon parcours professionnel. Et puis, il y a eu cette décision qui a placé cette responsabilité donc, au niveau de la région. Et donc, me retrouvant donc, libre, je dirais, on me demandait d'intégrer la commission attractivité et de m'occuper du développement du tourisme fluvial. J'avoue qu'à cette époque-là, le tourisme fluvial, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais jamais été impliqué dans ce domaine d'activité. Et puis, je me suis dit, on va faire comme je l'ai fait pendant toute ma carrière. On va développer ça comme un projet à part entière, avec des méthodologies comme un projet. Et puis, on a créé un groupe, on a créé une équipe avec les services du département, avec Sarthe Tourisme. Et on a fédéré tout un certain nombre de collectivités, les EPCI, les offices de tourisme autour de ça. Et la première démarche qu'on a fait, comme sur tout projet, on a d'abord voulu savoir où l'on est, donc faire une analyse de l'existant, après de se définir où l'on va, et puis de définir comment on y va. Donc ça s'est traduit par le développement d'un schéma directeur en 2017. C'est notre premier schéma directeur de développement du tourisme fluvial. Et qui s'est élargi au fil du temps, je vais vous l'expliquer, sachant que au niveau du tourisme fluvial, notre première analyse nous a clairement montré que nous avions une véritable pépite avec la rivière naturelle de la Sarthe, 80 km de voies naturelles, particulièrement bien entretenues par le conseil départemental, 800 à 900 000 euros d'entretien, d'investissement par an fait sur cette rivière. Donc des écluses, des maisons éclusières dans un remarquable état. Nous avons 17 maisons éclusières sur ces 83 km.
et donc tout un potentiel qui a vraiment été traduit par l'enquête que l'on a menée auprès des usagers. Et ils ont vraiment mis en valeur cette qualité touristique, ce patrimoine que nous avions au niveau de cette rivière, et surtout aussi l'accueil qui était réservé au niveau de chacune des maisons éclusières, parce que nous avons la chance toujours d'avoir des maisons habitées. Des maisons habitées, tout à fait. Donc ça, c'était un élément absolument fondamental qu'ils ont mis en avant, parce que dans leur parcours, lorsqu'ils se retrouvaient devant une écluse, tout le monde n'est pas obligatoirement habitué à passer les écluses, et si on veut développer le maximum possible d'utilisateurs, d'usagers de notre rivière, on s'est rendu compte que vraiment cet accueil était fondamental, et puis qu'à cet endroit, nous avions toute la capacité pour pouvoir valoriser aussi bien la rivière que le fluvestre, c'est-à-dire toutes les activités qui se tournent autour de cette rivière. Donc ça, c'était vraiment le premier travail que nous avons fait en 2017, un gros travail pour fédérer les gens. Puis on s'est rendu compte, au travers de l'analyse, que notre rivière de la Sarthe avait un point donc fort avec Sablé, où nous avions toute une base nautique avec des bateaux de location et un bateau de restauration. Donc vraiment un point fort. Les gens donc utilisaient, remontaient donc cette rivière de la Sarthe jusqu'à un certain niveau. On voit une très belle image avec l'abbaye de Solesmes, qui est un des points forts, je veux dire, le long donc de cette rivière, et qui nous a permis donc de se rendre compte également que la partie finale, qui était le Mans, n'était pas attractive pour les usagers de la rivière. Donc, toute cette démarche-là, on l'a travaillée avec la ville du Mans, qui va développer donc, tout un programme de développement maintenant donc, du port, mais aussi donc, un travail en commun, je veux dire, avec toutes ces EPCI. Ça, c'est la première. Pourtant, le Mans, je dirais, a une image touristique forte, non? Avec la cité Plantagenet. Bien sûr, tout à fait. On a un patrimoine absolument exceptionnel. On a passé donc. Mais parce que c'était mal connu par les touristes ou... C'est-à-dire que pour pouvoir accéder au niveau du port du Mans, il faut aussi avoir tout ce qu'il faut comme infrastructure. Et c'était au niveau d'accueil des bateaux, c'est pas la meilleure. On peut pas partir du Mans. Il n'y a pas de. Non, voilà. Donc le Mans, je veux dire, moi qui arrivais du nord de la France, je veux dire, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de panneau indiquant le port quand j'étais sur la ville du Mans, ce qui va changer donc très prochainement. Mais donc il faut aussi savoir que c'est vraiment tout un potentiel pour cette ville. D'accord, donc il n'y a pas de base de location de départ. Non, on commence à mettre en place des bateaux électriques. Parce qu'en niveau accessibilité, par exemple TGV, le Mans est quand même à 1 heure de Paris. Absolument. Donc ça a permis donc de faire toute cette démarche a permis de faire prendre conscience. Et aujourd'hui, il y a tout un partenariat qui est lancé, partenariat public-privé qui est lancé sur le réaménagement donc du port du Mans et de son attractivité. Alors ça, c'était cette première année. Et on s'est vite rendu compte que nous étions fortement en lien. Effectivement, voilà une belle photo aussi des activités qu'on a développées sur la rivière, parce que on a nos activités au niveau des maisons éclusières. Et on a développé à la Suze en particulier donc, des bateaux de location électrique, comme vous retrouvez donc, dans les commentaires qui ont été présentés précédemment, mais aussi le projet de développement. Donc, on a mis en place du e-foil, qui est vraiment qui fait un très grand succès l'année dernière, donc en termes d'activité que ça a été mis en place. Et donc sur tout le long donc, de cette rivière, on a vraiment un potentiel avec les cités de caractère, avec le patrimoine culturel, gastronomique. Voilà, donc on a une très belle vision. Alors ça, première année, on a bien travaillé dessus, on a vu les chiffres qui ont tout de suite évolué. Et puis on s'est dit, mais on est en lien fortement avec la Mayenne et avec le Maine-et-Loire. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré mes homologues des conseils départementaux des 2 départements voisins, et ensemble, on s'est dit, mais vraiment, là, tout ce potentiel, il faut qu'on le travaille ensemble. Et on a refait la même démarche. On a relancé une enquête, mais cette fois-ci sur l'ensemble du bassin de la Maine, parce que les 3 départements donc, s'associent au travers de ce bassin de la Maine, et que ce bassin de la Maine n'était pas connu. Et qu'il méritait aujourd'hui qu'on ait une réflexion tous ensemble. On a travaillé. On a recréé ce groupe, on a refait cette analyse et on a fait appel à un cabinet de marketing, Signe des Temps, qui est venu nous aider à mettre en valeur tout le patrimoine qui existait sur ces 3 départements. Et on a abouti à vraiment un consensus, et c'est ça qui a été absolument remarquable dans la démarche et dans tout le plan de travail, à une nouvelle appellation du bassin de la Maine qui a été annoncée l'année dernière par les 3 présidents des conseils départementaux.
qui aujourd'hui, on appelle ça donc les rivières de l'Ouest. D'accord. Donc, comme la Bretagne, vous lancez une marque. Voilà, on a lancé une marque. Bon, malheureusement, on a lancé cette marque-là dans la période, je veux dire, de la Covid, mais on va relancer. On a toute une dynamique qui est prévue là-dessus. Donc, effectivement, les rivières de l'Ouest, c'est devenu donc l'identité de marque de notre bassin de la Maine, avec tout le potentiel d'activité qu'on peut avoir autour de cela. D'accord, donc vous mettez en avant le patrimoine gastronomique, culturel, historique. Patrimoine historique, tout ça, culturel. Et puis aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était évoqué tout à l'heure, cette notion du fluvestre et de l'itinérance. On s'est vite rendu compte que les usagers donc, des bateaux ne passent pas toute la journée sur la rivière. Ils aiment bien s'arrêter à un endroit donné. Ils ont leur vélo. Et qu'à partir du vélo, ils aiment bien se promener soit sur le long de la rivière ou d'aller au niveau des petites cités de caractère qui sont dans ça. Et à partir de ce moment-là, on est passé du projet de développement du tourisme fluvial. On s'est dit, on va associer le cyclotourisme. OK, on lance nos réflexions sur le sujet. Et comme dans la démarche d'un projet, il faut toujours élargir le champ et puis d'aller revoir ce qui se passe ailleurs, on s'est vite rendu compte que nous étions pas loin de la Loire à vélo. Et la Loire à vélo, c'est plus d'1 million d'utilisateurs par an. C'est un potentiel économique absolument important. Et on s'est dit, tiens, si on allait se brancher sur la Loire à vélo... C'est une marque, je dirais aussi, forte. Marque forte, tout à fait. Si on allait se brancher sur la Loire à vélo, et puis si on faisait une dérivation, on arrive à la Flèche, Le Mans, on rejoint donc la rivière, on rejoint les bords de Sarthe, c'est ce que cherchent les gens. Et on a développé tout un projet de création donc, de voies vertes, de voies douces, en récupérant les 83 km exactement donc, de voies ferrées. On travaille là-dessus. Les accords ont été obtenus l'année dernière. On va faire notre premier tronçon de la Flèche à Bessay-sur-Bray, mais aussi de la Flèche à la Suze, en rejoignant donc la Sarthe et en allant vers Le Mans, toujours. Et puis de donner cette vision que de la Loire à vélo, on peut, en traversant le département de la Sarthe, se rendre jusqu'au Mont-Saint-Michel par tous les itinéraires bien répertoriés et sécurisés surtout. Ok, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a quelques questions. Première question, est-ce que le patrimoine naturel est valorisé? Présentation de la faune et de la flore locale. Madame Véron, oui. Dans tous les documents que vous nous avez montrés tout à l'heure. Absolument, il y a une part très importante qui sera faite justement sur cette biodiversité et faune et flore. Donc faune, j'ai parlé des poissons migrateurs, on a des chauves-souris, des reptiles, des amphibiens, tout ça sera expliqué. Et non seulement ça, mais les découvertes seront mises en ligne au fur et à mesure. Donc on a conscience que notre patrimoine est là et qu'on va faire venir des gens pour découvrir ça et également la connaissance des arbres et de tout ce potentiel, puisque que ce soit en Bretagne ou sur les rivières de l'Ouest, on a la chance d'avoir un patrimoine arboré diversifié avec plein d'essences différentes qui nous mettent à l'abri de problèmes sanitaires qui souvent ciblent une espèce. Et donc on sait qu'on a capitalisé pour de nombreuses années et qu'on continue à replanter. On est vraiment dans cette logique de renouvellement, à la fois de connaissances et de renouvellement du patrimoine. D'accord, donc il y a des panneaux explicatifs aussi sur place, enfin tout est mis en avant, quoi. Est-ce qu'il y a des guides, par exemple, qui aussi présentent sur place aux visiteurs? Alors on travaille sur 2 guides, un pour la navigation et un pour la randonnée, mais qui seront étroitement liés, avec pour chacun plusieurs pages dédiées justement à la biodiversité, et également un site internet, un dispositif marque également où il y aura une forte place pour la biodiversité. D'accord. Vous-même, je dirais que les 3 départements, c'est des choses que vous avez mis en place de toute façon. Oui, tout à fait. Tout ce qui est dans cette démarche biodiversité, c'est vraiment tout un patrimoine que l'on a, patrimoine nature. Le département de la Sarthe, moi, je dis c'est un département vert. C'est vraiment la nature. Et donc, on a bien évidemment toute la capacité à l'exploiter, à le faire connaître. On a mis en place pour cela des modules au niveau de nos maisons éclusières. On a fait un premier projet il y a 2 ans, donc 2 modules sur une maison éclusière à Juigné, tout en face de l'abbaye de Solesmes. On l'a renouvelé l'année dernière à Rouezé. On va le faire maintenant au niveau donc, de l'entrée de la ville du Mans, et pour mettre en valeur justement toute cette biodiversité que l'on a, tout ce patrimoine nature qui est sur notre département.
Monsieur Delaporte, je pense qu'au niveau de VNF, si vous êtes encore là, je pense qu'il y a aussi une mise en avant du patrimoine et de toute l'offre culturelle. Oui, tout à fait. Ben, on a, c'est une des particularités, c'est aussi un des plaisirs des gens qui font du tourisme fluvial, c'est d'être dans des environnements complètement naturels. Il y a deux, parmi tous les itinéraires et tout, il y en a un qui, et souvent on est sur des zones Natura 2000 protégées, et il y a un projet qui est intéressant. Tout à l'heure, j'ai parlé des canaux de la Sarre. Dans cette, il y a un projet de réserve de biosphère qui est en cours autour de ces canaux-là et qui nous semble aussi très, très intéressant à prendre en compte. D'accord, merci beaucoup. Madame Véran, je crois qu'il y a une question pour vous. Pourquoi Rennes ne peut pas récupérer ses canaux dans cette démarche? C'est la Porte de Bretagne, sa capitale, et ses canaux sont méprisés. Pourquoi ne pas y exploiter également pour que ce soit un tourisme plus connu auprès des Bretons et autres? Alors, Rennes récupère actuellement. On est exactement dans la même démarche que ce que M. Desmazières a expliqué sur Le Mans, avec des villes qui, pour un temps, ne se sont pas intéressées à leurs canaux. Mais l'année dernière, on a signé un contrat de canal avec la ville de Rennes. Donc, c'est justement notre outil de contractualisation avec les EPCI. Et c'est fort parce que c'était le premier en Bretagne. Donc, il a concerné Rennes. Donc, Rennes a bien conscience de ce capital canal, si j'ose dire, entre le canal d'Illérance et la Vilaine. Et comme au Mans, je vous écoutais attentivement, nous avons un projet de port et nous avons un projet de port fluvial et nous avons un projet d'installation d'une base de location de bateaux habitables. Donc Rennes y vient. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ok. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Je vous remercie, parce qu'en plus, on a dépassé un tout petit peu le temps imparti. Merci pour votre participation. Merci, très bonne journée. Avec plaisir, au revoir. Merci, au revoir.